Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. Comme le proverbe le dit, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et aujourd'hui, ce qui nous plaît, c'est de parler de sport local. Vous connaissez le concept. Il y aura dans cette émission, comme d'habitude, des analyses, des débats, des duels de haute voltige. Aujourd'hui, nous avons 4 chroniqueurs autour de cette table. Présentation en musique. On commence à ma droite. C'est un chroniqueur bouillant. Il adore être jeté dans l'arène pour débattre sur les sujets sportifs. C'est même son passe-temps favori. On le surnomme dans cette émission le gladiateur. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles nous fait une nouvelle fois l'honneur de venir sur ce plateau. Bonjour Salut Pierre, Mickaël. comment allez-vous? Ça va très bien, forme et bonheur à tous. Comme toujours, Pleine forme, bouillant. c'est le printemps, ça bourgeonne, tout va bien. Tout va bien. On passe à ma gauche, musique. Son palmarès dans le cyclisme est long comme le bras. Il a notamment été champion du monde militaire. Il a également été présélectionné pour les JO de 1976. Un parcours qui a forgé son caractère bien trempé. Il est aujourd'hui, retournez-vous, il est aujourd'hui coordinateur sur piste au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Jean-François Guiborel est avec nous Bonjour, pour cette Mickaël, émission. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est vraiment, je reparle de sport. Ça me fait du bien. Donc nous allons notamment parler de cyclisme et des championnats de France qui se dérouleront dans les Yvelines. Vous avez bien révisé vos fiches, Oui, d'accord. Oui. On compte sur vos lumières en tout cas pour Merci. nous éclairer, comme d'habitude. On passe de l'autre côté, musique. C'est notre spécialiste football. Il a l'intelligence tactique d'un Didier Deschamps. Il a la répartie d'un Eric Cantona. Il a toujours la classe comme David Beckham. Georges Gomis, président du Plaisir Sporting Club, est avec nous. Bonjour Georges. Salut à tous, bonjour Mickaël. Alors comment allez-vous? Je suis très content de pouvoir vous voir aujourd'hui. Je suis agréablement ému par rapport à cette nouvelle connaissance et de retrouver mon ami Jean qui n'a pas tombé la veste. On va le présenter dans quelques instants. La classe comme David Beckham, en tout cas, chez vous, Merci, Georges Gomis. Merci. On termine à ma gauche, musique. Après une émission d'absence, il fait son grand retour dans ce talk après avoir reçu des milliers de lettres de la part de ses fans. L'indéboulonnable, l'unique, le légendaire, le provoquant Jean-Miss, ex-coach de Plaisir, nous fait une nouvelle fois l'honneur de venir sur ce plateau. Et bonjour Mickaël. Jean, comment allez-vous? En pleine forme. Il y a le soleil revient, donc tout va bien. Vous avez reçu des milliers de lettres pour venir dans cette émission. Et oui, j'ai reçu pas mal de courriers. Des lettres anonymes aussi, ça par contre. C'était la mienne. Voilà. Le dernier télégramme aussi, qu'on a envoyé. Alors avant de passer au programme de l'émission, ce dimanche 29 avril, un Yvelinois a brillé avec Guingamp face au Paris Saint-Germain en clôture de la 35e journée du championnat de Ligue 1. Son nom, Ludovic Blas, le joueur de 20 ans qui a fait ses débuts à 7 ans au club de Rambouillet. Aujourd'hui, espoir de l'équipe de France, inscrit un superbe but en pleine lucarne à la 44e minute de jeu. Une réalisation qui ne permettra pas aux Guingampais de l'emporter. Score final 2 buts partout. Georges, qu'est-ce que vous pensez de cette performance ? Blas, c'est un gaucher. Il est monté avec les pros il y a quelques temps, il y a 2 ans, je crois. C'est un gamin pétri de qualité. Je pense que son avenir, sa patte sur le match du Paris Saint-Germain était grande par comment sa disponibilité, sa créativité, et surtout il est aussi décisif puisqu'il met un but splendide, une frappe en dehors de la surface. Je pense que c'est un gamin qui a emmené un grand avenir. Et puis je l'avais vu avec les jeunes, les espoirs, et puis les plus jeunes, je crois les 19 ans. C'est un tout grand, à condition de continuer sa progression et puis de pas brûler les étapes, de bien s'imposer à Guingamp avant de partir ailleurs. Mais il a une grosse qualité, voilà. Jean, ça prouve qu'il y a des très bons joueurs dans les Yvelines. Quand on voit un petit comme Ludovic Blas. Oui, certainement. Oui. Il faut bien qu'il Vous ne connaissiez pas? Non, je ne le connais pas spécialement, mais il faut bien qu'ils viennent de quelque part, les joueurs. Donc, forcément, dans le tas, il y en a qui viennent des Yvelines. Non, mais c'est bien, c'est très bien, impeccable. C'est très bien pour le département. Avec Comboiré, il est bien en plus. Tout est bien. Ouais. Bon, après, il ne faut pas qu'il reste à Guingamp s'il veut devenir un grand joueur. Il est jeune encore. Progression. Il est bien entouré. Au fur et à mesure. Bon, en tout cas, on l'a vu grandir ici à Rambouillet, dans les Yvelines. Félicitations au club de Rambouillet. Ils en ont d'autres derrière les fagots? Ou à Rambouillet ou dans les Yvelines. Écoutez, ils avaient sorti à l'Ardière, qui a fini sa carrière, et puis là, il a notamment joué à Arsenal. Voilà, maintenant ils ont ce jeune, mais bon, après il faut lui laisser le temps
de s'imposer dans son club formateur. Et puis après, derrière, je pense qu'il va y avoir du monde à la porte. Hein. Mais ça serait bien qu'il retourne dans notre département, si Nasser Pour transmettre. a la bonne idée de Le président du PSG. Voilà, de nous le ramener, ça serait bien. Voilà. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de handball et de la très belle victoire de Montigny-le-Bretonneux en National 2 contre Le Havre. Nous prendrons également de la vitesse dans cette émission. Nous ferons un focus sur un pilote de karting de 9 ans, originaire de Guyancourt, Jimmy Elias. Mais avant de développer ces thèmes, on ouvre une page football. On commence donc par du football alors que le PSG jouera contre les Herbiers la finale de la Coupe de France le 8 mai prochain. Le premier tour de la prochaine compétition s'est joué ce week-end. Villepreux, club de 3e division de district, s'est imposé dans un match fou contre les Essonniens de Draveil. Un club classé une division au-dessus des Yvinois. Je vous fais le résumé du match. Villepreux est mené 1-0 et doit évoluer à 10 après l'exclusion d'un de ses joueurs en début de match. Villepreux marque 2 fois avant la mi-temps. Puis les Essonniens égalisent en seconde période. Voilà, on voit le deuxième but de Villepreux. Les Essonniens égalisent en seconde période. On est alors à 2 partout. Et enfin, Villepreux l'emporte à la dernière seconde sur coup franc. On écoute la réaction de l'entraîneur. C'est la délivrance. C'est le résultat de 2 mois et de mois de travail, une délivrance. Aller jouer une équipe une division au-dessus. On va, en plus, comme il a dit, 80 minutes à 10, c'est compliqué. C'est la récompense. Comme je leur ai dit dans le petit message, ça reste de la Coupe de France. Il y a la télé qui vient, il y a les supporters qui sont là et ainsi de suite. Faites-vous plaisir avant tout et ce sera le résultat. Super but sur coup franc, Jean. Ah ouais, il est beau. Il est beau. La question sur ce thème, peut-on parler d'exploit? Oui ou non? Oui, non, vous êtes partagés. On fait un petit duel entre Jean et Pierre. Pierre, vous commencez? Oui, moi je trouve ça très frais. On en parle souvent, ces petits parcours de Coupe de France. Je trouve ça hyper frais sur le scénario. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont moins bien classés. Le scénario du match est pas en leur faveur puisqu'ils évoluent à 10 assez tôt, puisque le rouge intervient en première mi-temps. Et puis ils vont chercher au mental, au trip, contre une équipe qui est mieux classée qu'eux. Donc je trouve que, oui, simplement par la différence de division, oui, c'est un exploit. Donc, il y avait une division de différence. Hein. Voilà, et puis en plus D3 contre D2 de district. Et puis de leur coller 3 buts sur un gros score en plus, 3-2, un beau match spectaculaire. C'est pas mal. C'est un joli exploit, ouais. Jean, c'est à vous. Pour moi, c'est un beau résultat, mais c'est pas un exploit. Tout simplement, pour moi, c'est pas un exploit parce que c'est, vous l'avez dit, D2 contre D3 de district. Donc le niveau, la différence de niveau n'est quand même pas énorme. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que je n'associe pas cette victoire à un exploit. Voilà, tout simplement. Jean-François. En sachant qu'ils vont jusqu'au 3e tour à chaque fois, non? Le 3e tour en général, 2, 3e tour donc, maximum. Hein. Donc s'ils font un 4e tour, là, c'est un années, exploit. Là. Voilà. Enfin, je pense, pour moi, c'est ça. Belle victoire. Genre, voilà, belle victoire, moi aussi. Oui, sur le match, oui. Est-ce que déjà la différence de niveau se fait ressentir entre une D2 et une D3 de district? Non. On parle souvent de grosses différences de niveau entre une Ligue 1 et une Ligue 2, par exemple. Non. Est-ce qu'il y a la même classe d'écart entre ces deux divisions? Il n'y a pas une grande différence. Après nous aussi, enfin, quand on voit le département des Yvelines qui est beaucoup plus grand que l'Essonne, on a plus de licenciés et théoriquement on est supérieur. C'est comme si on dit l'armée de Chine contre l'armée. C'est le banc qui fait effet alors. Du Liechtenstein, c'est le recrutement parce qu'après le bassin est un peu plus large. Hein. Là, c'est le bassin qui est un peu plus large et donc là, sur le match, oui, c'est un exploit parce que gagner à 10, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. À 10 avec un penalty encaissé dans les premières minutes. Voilà, donc là, à 10, on peut dire c'est un exploit sur le match. Mais après, sur le tour de passer le tour, c'est non. Pour moi, ils avaient peut-être ils étaient supérieurs. Malheureusement, c'est l'expulsion qui leur a permis de s'imposer un peu plus tardivement. Hein. Voilà. Est-ce que vous pensez, Pierre, que l'expulsion plus le but encaissé dans les premières minutes, ça les a un peu bougés?
Automatiquement, je pense que sur des matchs éliminatoires comme celui-là, quand le sort se retourne un petit peu contre soi, parce que en plus ils ont l'air de dire que l'arbitrage a été plus sévère envers eux, parce que a priori il y a eu d'autres fautes côté de Raveil qui étaient moins sifflées ou moins durement sifflées. Donc oui, ça permet mentalement et collectivement de se resserrer. C'est-à-dire que c'est là où le scénario tourne un petit peu à l'exploit, même si la différence, je vous l'accorde, n'est pas énorme. C'est surtout sur le déroulé du match. Et donc ça resserre les effectifs. Ouais. Et sur leur force morale, je pense que ça va leur servir dans les tours qui vont suivre. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir ça. Je pense que c'est malgré tout qui était contre eux, ils ont réussi à sauver leur place. Donc c'est bien. Ouais, non, oui, on peut pas dire que c'est un petit exploit. Allez. Jean, ça peut créer une espèce d'euphorie peut-être dans le club. On a vu les supporters à la fin des images, on les a vus exulter avec leur haut-parleur. Ça peut créer quelque chose dans le club ? Et forcément, de toute façon, une victoire, ça crée toujours quelque chose. La Coupe de France, c'est magique. Voilà, ça crée toujours un enthousiasme et je leur souhaite une spirale positive. Mais bon, après, encore une fois, c'est vrai que cette expulsion en début de match les a certainement galvanisés et les a remotivés pour aller chercher cette victoire, ça c'est certain. Peuvent-ils faire un parcours comme les Herbiers ? Alors là, ce serait quand même l'exploit de l'exploit. Là, par contre, de la Coupe de exploit, France. ce serait un miracle. Ils joueront la finale de la Coupe de France contre le PSG. Là, ce serait pas un exploit, ce serait un miracle. Un miracle ? À mon avis, on n'a jamais vu, c'est pas mon avis, c'est sûr et certain, on n'a jamais vu une équipe de ce niveau-là en finale de la Coupe de France. C'est quand même une autre structure, quand même. Ah oui, non, mais là... Et puis, dans tous les sports collectifs, plus on monte dans les niveaux, plus la différence est importante entre les niveaux. Je suis tout à fait d'accord. J'espère que je suis assez clair là-dessus. Limpide. Et, voilà. Sports, et donc, voilà, dans tous les sports collectifs, c'est vélo, ça. Et puis même individuel. dans le vélo, c'est entre un amateur et un pro. C'est le miracle. C'est d'ailleurs un peu spécial de voir, alors que la finale ne s'est pas jouée de la Coupe du Monde de la Coupe de France 2018, qu'elle démarre déjà en qualification pour l'année prochaine dans les plus bas niveaux. C'est tellement long, ça serait d'autant plus un exploit pour... C'est un marathon qu'ils font, un marathon de football. Là. Mais c'est ce qui permet de rester motivé. Quoi. Georges, est-ce que vous avez un conseil à leur donner pour arriver à réaliser l'exploit dans cette Coupe de France ? Un conseil, déjà qu'ils aient un beau tirage déjà pour le deuxième tour, ça serait déjà une bonne chose. Après comment... Recruter au mercato. Après, je pense que très sincèrement, le coach a apparemment un plan pour la fin de saison et le début de la saison prochaine. Mais je lui souhaite déjà d'avoir un bon tirage pour le deuxième tour et par la suite de pouvoir déjà passer ce deuxième tour et de pouvoir aussi avoir des garçons qui s'y prennent au jeu, qui travaillent au quotidien, qui respectent le plan de jeu. Et puis ils gagneront pas toujours à 10. Attention de pas avoir d'expulsion. Continuez à tirer les coups de pied arrêtés parce que vous en avez mis 2 là, 2 coups francs sur le match. Donc c'est une belle arme. Donc je vous souhaite une bonne chance, je leur souhaite une bonne chance, j'espère qu'ils vont continuer à travailler. Voilà. Donc pour l'instant, leur meilleur résultat, c'était un 3e tour de Coupe de France. Et leur prochain match se disputera début juin. On suivra évidemment leur parcours avec attention, Georges. Après le football, on poursuit Si on parlait sport par du handball en National 2. Montigny, le Bretonneux, en grande difficulté dans ce championnat, a engrangé sa 4e victoire de la saison contre Le Havre le samedi 28 avril. Score final 23-20 dans un match maîtrisé de bout en bout. On écoute les réactions à la fin de la rencontre. Franchement, on est parti jouer le match vraiment sans stress. Pour se faire plaisir et faire notre jeu, et on est vraiment très, très contente. À l'entraînement, on a fait des choses simples pour remobiliser un petit peu les joueuses, pour les remettre en confiance, retravailler énormément la finition, parce qu'on avait beaucoup de duels perdus face à la gardienne. Donc ça a été le travail de toute la semaine, et je pense que ça a payé. Avec cette 4e victoire de la saison, les Illymontaines pointent désormais à la 11e place sur 12 équipes engagées. Une place anecdotique car aucune descente n'est programmée cette année dans la nouvelle réforme du handball. L'occasion pour le staff de tester certaines joueuses en vue de la saison prochaine. Regardez. On travaille pour l'année prochaine, c'est ce que j'ai dit à mes joueuses. Tout le travail que l'on fait là, c'est pour l'année prochaine. Donc allez-y à fond, vous prenez pas la tête, jouez comme vous voulez, jouez comme, comme vous le sentez. Et puis surtout, faites-vous plaisir. Et là, elles se sont fait plaisir.
La question sur ce thème, Montigny le Bretonneux doit-il préparer la saison prochaine, quitte à perdre tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison? Oui ou non? La question ne vous plaît pas, Jean? On fait un petit duel entre Georges et Jean. Jean, vous commencez? Ouais. Non, c'est pas que la question me plaît pas. Non, ne me plaît pas, c'est que enfin, en gros, est-ce sportivement, qu'il faut balayer oui. cette saison pour en oui, mais c'est construire une jamais. nouvelle la Ouais, saison prochaine? mais balayer cette saison, alors c'est jamais bon d'avoir que des défaites parce qu'il y a la spirale négative qui fait que après c'est pas génial pour préparer une nouvelle saison. Effectivement, il faut qu'ils préparent d'ores et déjà la nouvelle saison parce qu'il n'y a pas de descente, comme ils l'ont dit. Mais préparer la saison avec une accumulation de défaites, c'est pas la meilleure des manières. Parce qu'il faut justement, dans la préparation de cette nouvelle saison, acquérir de la confiance. Et la confiance, ça va avec le résultat. Donc s'il n'y a pas de résultat, on ne peut pas dire que la préparation de la saison d'après soit vraiment... c'est pour ça que la question était assez contradictoire par rapport à l'état d'esprit sportif qu'on peut avoir lorsqu'on prépare une nouvelle saison. Moi, je pense plutôt qu'effectivement, il faut qu'ils préparent la saison, d'ores et déjà, sans avoir le pressing du résultat. Ça, c'est une chose. Donc, étant libérés, ils n'ont pas un pressing sur le résultat en disant si on perd, on descend. Donc, il n'y a pas de descente. Donc, ils sont dégagés de ce genre de pression. Mais justement, essayer de mettre en place une spirale positive pour que dès le début de la saison prochaine, le groupe soit un petit peu plus en place et puis ait confiance, de plus en plus confiance en son jeu. Georges, c'est à vous. Moi, personnellement, je pense aussi que... Donc, pour vous, ils pas... doivent déjà préparer la saison prochaine, quitte à perdre tous tous les matchs que les Inimitales vont disputer. On ne joue pas un match pour perdre déjà, et quand on arrive sur un terrain, on n'est jamais plus dangereux que quand on n'a rien à perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des résultats parce qu'ils peuvent jouer comme ça, parce qu'ils peuvent se le permettre, et donc là, les résultats arrivent. Voilà. Donc ils remontent au classement, et je pense que quand on joue sans pression, on est encore plus dangereux qu'avec la corde ou la pression du résultat. Maintenant, dire... relâcher la pression. Voilà, je pense que sans pression, je pense qu'on est plus fort. On le voit là, sur le match, même sur le match de Villepreux, ils sont menés, ils sont à 10, on se lâche, et quand on se lâche, on est beaucoup plus dangereux. Donc pour vous, quoi qu'il arrive, même si elles préparent déjà la saison prochaine, elles auront moins de pression, par conséquent, elles joueront mieux. Selon moi, oui, parce que une équipe dos au mur, déjà, elle n'a rien à perdre. Maintenant, ce qui la fragilise, c'est le fait d'être dos au mur et de descendre. Et ça démobilise tout le monde. Alors que là, on est sans pression. On est certes mal classé, mais quand on rentre sur le terrain ou quand on va à l'entraînement, on peut toujours garder en tête une bonne ambiance. On se tire pas dessus, et le groupe il s'effiloche pas. Et quand on a un groupe comme ça, et qui, j'espère pour eux, il est pas trop âgé, de leur dire l'année prochaine, on va profiter de cette année pour l'année prochaine jouer les premiers rôles. Je vois pas pourquoi ils perdraient. Pierre Chevalier. Ouais, je pense que c'est le côté relâchage de pression qui fait effet. C'est pas automatique que de leur dire de préparer déjà la saison, ça veut dire perdre tous les matchs. Au contraire, l'entraîneur le dit, prendre du plaisir et collectivement, après avoir fait relâcher la pression, jouer son handball, on va dire tranquille, sans pression de la descente, puisque là, a priori, c'est un point de règlement qui fait qu'elles ont cette pression-là en moins. Donc, je pense que le fait de relâcher... Attention, le président et l'entraîneur avaient visé une place dans le haut de tableau en début de saison. Après, il y a jusqu'en décembre, un gros les filles décalage. parlaient de remontada. Il y a un gros décalage entre, et c'est vrai qu'on en avait parlé en tout début de saison, il y a un gros décalage entre les ambitions et puis la réalité. Un peu dans l'obligation de gagner encore quelques matchs pour être en milieu de tableau. Elles sont dans le dur, il n'y a pas énorme de différence avec les 2-3 qui sont classés devant elles. Il y a 2-3 points au classement. Donc simplement le fait d'enlever cette pression de la descente peut leur permettre justement de se relâcher, jouer collectivement, prendre du plaisir comme l'entraîneur le précise, et qui sait gagner d'autres matchs. Jean-François, vous voulez réagir? Non, simplement c'est que je sais par
petites oreilles. Je sais qu'ils viennent souvent relâcher la pression dans un petit estaminet à côté du Vélodrome. Ils rencontrent les coureurs de l'équipe de France, les entraîneurs, et je pense que ça peut être une bonne cohésion de venir faire un baptême. Et ils ont décidé, leur entraîneur il m'a appelé ce matin et il veut faire un baptême pour préparer, début septembre. Pour souder l'équipe, voilà. pour septembre. Et c'est Pauline Bigot d'ailleurs qui est pivot, qui est pivot de l'équipe. Est-ce que vous pouvez relever votre petite ardoise? Ouais. Je pense que pour relâcher la pression, ça peut être très, très sympa. Et je crois qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe parce que les entraîneurs d'équipe de France piste m'ont dit qu'ils savent s'amuser. Jean, ça se prépare combien de temps à l'avance, une saison? Combien de temps à l'avance? Le plus tôt possible, j'aurais tendance à dire. Voilà, on est déjà au mois de mai. Il reste un mois de compétition. Là, c'est très bien, puisqu'elles n'ont que ça à s'occuper, puisqu'elles n'ont pas d'ambition de phase finale. Encore une fois, elles n'ont pas de pression de descente. Donc, elles n'ont que ces matchs-là, qui sont des matchs de luxe, de préparation pour être prêtes en début de saison prochaine. Donc là, je pense que le temps de préparation est idéal, avec des matchs en plus, des matchs en jeu pour elles. Elles doivent se mettre en enjeu personnel pour justement remonter dans le milieu, voire la première partie du tableau, puisque c'était l'objectif du club en début de saison. La saison prochaine se prépare dès à présent, vous le disiez, Jean. Ouais. Est-ce que aussi les résultats de l'équipe de cette fin de saison vont peut-être influencer certaines joueuses de rester, de partir? Ah ben tout à fait, non mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que quand on parlait au départ... quand on termine forcément 12e sur 12, ce n'est pas forcément le même discours que le coach aura face à une joueuse qui veut venir. Après, tout dépend du projet. Si on terminait 5e sur 12, par exemple. Voilà, mais tout dépend aussi du projet présenté par le club et les entraîneurs, parce que c'est souvent ça qui plaît aux joueurs. C'est le projet sportif qui est mis en place. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la fin de saison, si elles ont une spirale de victoire, il y a des liens qui vont se créer, il y a un groupe qui va se faire, que ce soit sportivement et relationnellement et amicalement, voire plus si affinité. Et ça, c'est un plus pour le début de la saison prochaine et pour faire rester les joueuses au club, ça c'est certain. On est dans le positif à fond. Dernière question sur cette thématique. Si vous étiez entraîneur, Jean-François Guiborel, de l'équipe, vous fixeriez quelle place? C'est ce que j'avais envie de dire. Est-ce que le coach reste déjà? Le coach devrait rester. Donc devrait, parce que c'est tout à fait différent lorsque le projet d'un coach qui reste ou qui s'en va. Il n'est pas plaisir. Donc voilà, mais sinon, la question c'était quelle place vous fixeriez à vos joueuses si vous étiez coach? Mieux que 12, quand même. Il faut essayer. Je pense que si... ils vont pas se satisfaire toujours d'une place comme celle-ci. Donc je pense que là, c'est un petit galop. On ne peut pas dire d'entraînement, mais maintenant, il faut essayer d'envisager d'autres places. Donc mieux tableau. Pour moi. Oui. Enfin, moi, je sais pas. Idem pour vous, Jean? Oui, de toute façon, surtout, il faut se rapprocher le plus près de l'objectif initial du club de début de saison. C'est certain. Georges, on a changé de sujet au fait. Georges, on reste dans le même on sujet. On parle de Molki, là. Donc, Parce qu'il était encore sur le foot. Donc, Allez-y, Georges. Je dirais que... Vous ne laissez pas abattre Lilian Thuram. Donc, quelle place, milieu de tableau? moi, je prendrais le palier grignoter sur le 11e d'abord. Revenir sur le 11e et puis petit à petit. Voilà, donc 11e, le 10e, viser le 10e et puis le 9e et ainsi de suite. C'est ça le mot de la fin sur cette thématique. Après cette large page résultats, nous allons passer à la seconde dans cette émission pour parler à karting. Les Yvelines pourront peut-être se vanter dans quelques années d'avoir vu grandir un pilote de Formule 1. Jimmy Elias, un gluant courtois de 9 ans, affole les compteurs après avoir remporté ces dernières années le championnat de France de karting et après avoir été récompensé par la Fédération française d'automobile. Il use aujourd'hui sa gomme sur les circuits des championnats du monde de karting en Italie. Il a même un manager depuis décembre dernier. Nous l'avons d'ailleurs reçu sur notre plateau. On l'écoute. Le but, c'est de faire prendre conscience à Jimmy de tous les enjeux et de tous les pourtours, tous les petits détails qui vont faire au final la différence sur la piste. Donc Jimmy a indéniablement un talent naturel qui est assez important.
Maintenant, avoir du talent, ça ne suffit pas. Et donc là, moi, je suis là pour essayer de lui apprendre et lui faire prendre conscience de tout ce qui est autour. Et comment bien gérer une séance d'essai qualif, comment se comporter avec les partenaires, parce que ça fait aussi partie du métier de sportif de haut niveau. La question sur ce thème, Jimmy Elias doit-il déjà s'entourer d'un manager à son âge ? 9 ans, je le rappelle. Oui, vous êtes tous unanimes. Jean, vous avez un peu hésité contrairement aux autres. Non, c'est parce que j'ai bégayé pour attraper 9 ans, ça fait drôle. la raquette. Mais Il est vrai que malgré son jeune âge, 9 ans, malgré son jeune âge, c'est un sport quand même assez particulier. L'automobile, il est obligé d'être encadré avec un manager, même si jeune, pour lui permettre de pouvoir prétendre à évoluer à un haut niveau et franchir c'est pas le fossé, franchir le ravin plus tard pour être éventuellement pilote de Formule 1. Mais là, pour l'instant, quand même, c'est un coup de poker, quoi, c'est un coup de dé. Il a 9 ans. Hein. Il a débuté le karting il y a seulement 2 ans. Ouais, il a tout gagné depuis ses débuts. Oui, mais enfin bon. Après, bon, il y a certainement, dans le lot, il doit y avoir des grands champions qui ont eu le même parcours que lui. Il y en a eu, hein, il y en a eu. Et après, je peux dire, une vingtaine en Formule 1. Bon, Hamilton, voilà. Hamilton, Mais forcément, il y en a dans le lot, il y en a qui ont été repérés à cet âge-là. Mais quand même, il y en a aussi certainement beaucoup plus qui n'ont pas franchi le cap du karting à la Formule 3000, parce que je crois qu'il y a la Formule 3000 avant, et la Formule 1. Moi, j'en connais beaucoup, des super sportifs, des adolescents, qui étaient très très forts, champion du monde de karting, et qui n'ont jamais franchi le cap après. C'est très compliqué, qui n'ont jamais passé le cap. Et c'est très compliqué, c'est très très compliqué. De là, moi, c'est un gros coup de poker, c'est un enfant, 9 ans, dire que ça va être un grand champion, pourquoi pas. Jean-François. Ce que je voudrais dire, c'est que le karting coûte énormément cher. C'est-à-dire que pour soit un parent, les parents, c'est vraiment très coûteux. C'est pas migrant, non, c'est pas ça, mais c'est que Hamilton, c'est vrai qu'à 9 ans, il a été repéré par McLaren. À 12 ans, on lui a payé tout ce qu'il fallait pour pouvoir progresser. Et moi, c'est ça que je vois, c'est qu'il ne faut pas lui mettre la grosse tête au monde, ça c'est sûr. Donc c'est l'important de l'entourage. L'importance de l'entourage, mais je crois que c'est bon quand même qu'il soit encadré. Tout dépend de l'encadrement, mais ça a l'air assez conséquent. Enfin, je sais pas, il a l'air... depuis décembre, mais je pense que c'est plus pour ça aussi, c'est qu'une orientation, il y a une filière, il faut la prendre, regarder en foot. Et il a déjà conseillé sur le choix de l'écurie, notamment il sera cette année chez Tony Kart, qui a un partenariat avec Ferrari. Voilà, il a conseillé sur son choix de championnat, et Hamilton, et également avec les championnats du monde, sur son choix de kart. Finalement, il va influencer sa carrière. Bien sûr, c'est qu'à partir du moment où il a choisi, faut mettre tous les atouts dans son jeu. Mais comme dit Jean, c'est vrai que c'est jeune. Pour moi, c'est vrai que dans des sports, à 9 ans, il y a tout à faire, quoi. Pierre Chevalier. J'ai eu la chance de le rencontrer puisque on s'est croisés sur votre plateau lundi. Ce qui est important de noter, c'est qu'il est bien entouré. C'est un enfant de son âge, à 9 ans, qui a des rêves, qui a des ambitions. Quand on lui pose cette question que vous lui avez posée, quel est votre modèle, il prend celui de son parrain. Donc il y avait son papa, il y avait son manager, il y avait son parrain. Qui est Esteban Ocon. Voilà. Qui est pilote de Formule 1 en ce moment. Et je pense que c'est primordial qu'un enfant comme ça, un diamant brut, qui semble-t-il a un talent fou, soit bien entouré et puis progressivement puisse franchir les étapes dont parlait Jean, parce qu'il y a un gouffre monumental entre les différents niveaux jusqu'au plus haut. Il a des rêves d'enfant d'être champion du monde de Formule 1. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. La route est longue d'ici là, mais en tout cas pour l'instant il a un entourage qui est bienveillant et qui surveille bien sûr sa progression avec justement un talent brut à façonner comme ça. Non, mais il y a l'aspect, c'est tout le bonheur qu'on lui l'aspect souhaite. financier, parce que dans ce sport, malheureusement, vous pouvez être très bon. Il faut des contacts au minimum. Contacts, un carnet d'adresses, et c'est pour ça que si vous avez la bonne adresse au départ, c'est quand même mieux. Enfin, pour moi, c'est privé, c'est le maximum qu'on peut. Et ils sont aussi de plus en plus jeunes. Georges a débuté en F1, le Hollandais Max Verstappen a fait ses débuts en F1 à 17 ans et 166 jours. Sans permis. Sans permis chez Toro Rosso. Mais en moto, c'est fréquent de voir des pilotes qui n'ont pas de permis. Ouais, mais quand on est précoce, on est précoce. Moi, Donc potentiellement, Jimmy, dans 7 ans, 8 ans, il sera en F1.
Ben c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Maintenant, c'est bien qu'il s'entoure. Comme on le disait tout à l'heure, là, mes amis. Jean-François, pardon. Donc, tu vas venir faire un baptême. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Oui. Donc, suite à ça, donc ça demande pas mal de finances et d'être entouré pour qu'on te trace un chemin, qu'on te donne les bons contacts, que tu puisses avoir une bonne progression, de pas régresser, d'être demandé, de pouvoir de susciter de l'appétit, enfin du plaisir. Et bon voilà, mais je pense que les parents pour le plaisir, il y a les parents sont là aussi, ils veillent. Donc on laisse pas un enfant de cet âge-là livré à lui-même avec un manager. Non, les parents ils sont là quand même. Ils sont là aussi pour voir un petit peu. Il faut un environnement familial propice. Voilà. Si les parents sont là, les parents sont là et que leur but à eux, c'est que le gamin fasse une carrière et non gagner de l'argent seulement, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Maintenant, la motivation intrinsèque d'un sportif, c'est d'abord la réalisation de son projet. Voilà. Et après, si on transfère ça, une fois qu'on arrive à un moment et puis qu'on se dit si à 18 ans ou à 17 ans, il arrive dans une écurie et pour lui c'est terminé, il sera pas un grand champion. À mon avis, il sera pas un grand champion. Maintenant, s'il garde cette appétence du résultat, Voilà. Ouais. Jean, c'est pas trop de pression non plus sur Jimmy, sur les épaules de Jimmy? Là, c'est nous qui Je suis pas sûr. Il y a un manager, il y a une nouvelle écurie. Je suis pas sûr qu'à son âge, il se rende vraiment compte d'une certaine pression. Et j'espère que son entourage fait tout pour lui enlever cette éventuelle pression, parce qu'il n'y a rien de tel. S'il commence à avoir la pression, ça veut dire que très vite, il va prendre la grosse tête. Puisqu'il va se prendre pour un autre. S'il a la pression, c'est qu'il commence à réfléchir un peu trop et à connaître la situation. Donc pour moi, c'est un enfant, encore une fois, de 9 ans, qui est bien entouré et qui sera bien amené avec tout ce qu'il faut. Mais je ne crois pas qu'il Et le manager a également l'habitude de travailler avec des pilotes de Formule 1. Voilà, il a notamment côtoyé des Sébastien Vettel, des Esteban Ocon, des Kobayashi, des Bottas. Voilà, il a l'œil et on peut dire qu'il a l'expérience par rapport aux pilotes de Formule 1. Voilà, ça c'est très bien. Mais je pense qu'avant tout, c'est l'encadrement, on le dit depuis tout à l'heure, mais c'est l'encadrement qui est très important pour faire évoluer ce garçon dans sa discipline. Et ce sera primordial pour pouvoir en faire un grand champion. C'est la base pour moi, c'est vraiment la base, parce qu'à cet âge-là, on peut dire, là, il est certainement doué, mais après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il perde le plaisir, parce que à cet âge-là, et puis il faut que ce soit son plaisir. Faut pas le plaisir des parents. Mais il n'y a pas le rêve du père, par exemple. Il n'y a pas qu'en Formule 1. Vous avez les parents en tennis, c'est terrible. En vélo, c'est terrible. En foot, dans tous les sports. C'est-à-dire que le père ou la mère font des fois. Mais moi, même avec mes enfants, j'ai des fois été un petit peu con. Excusez-moi l'expression. Mais on arrive des fois à vouloir faire réaliser par son fils quelque chose qu'on n'a peut-être pas pu faire ou pas su faire. Et ça, c'est un peu... faut être très, très intelligent dans l'affaire. Donc, pour résumer, a-t-on une chance peut-on voir est-ce que je vais y arriver? Excusez-moi, Jean, vous me perturbez. Est-ce qu'on pourra voir Jimmy Elias en Formule 1 dans quelques années? C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Tout ce qu'on peut lui souhaiter. Mais encore une fois, si jeune, le parcours est très très grand, très très long. Puis je vous dis, et voilà, donc c'est un coup de dé, Mais est-ce qu'il a battu Mario Bros? C'est d'abord la base. Je n'ai pas cette information. Voilà, on nous fera se renseigner. Alors, j'ai une question, Jean. Ça sera ma dernière sur cette thématique. Est-ce que vous êtes fan de boxe? Je suis fan de boxe, oui. Là, ça tombe bien parce qu'on va parler de boxe. Ah, mais c'est très bien. Parti. On prend la direction d'Elancourt. Marvin Petit, le boxeur de la team Farrugia, a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines dans la presse spécialisée. Le boxeur de la team Farrugia a défié sur les réseaux sociaux l'Américain originaire de Baltimore, Gervonta Davis, numéro 1 américain et numéro 3 mondial, petit protégé de Floyd Mayweather, qui a réalisé 20 combats depuis ses débuts chez les professionnels pour 19 KO. Nous avons joint par téléphone Marvin Petit. On l'écoute.
j'ai toutes mes chances. Je suis quelqu'un, je suis un guerrier, je lâche rien. Et il n'aime pas les mecs qui rentrent dedans. Il est perdu. Dès que c'est vrai, certes, c'est un sacré boxeur. Il a 20 combats, 20 victoires, 19 KO. Mais devant qui? Devant qui? Après, il faut voir aussi. Devant les mecs qui tiennent pas la route. Il faut voir aussi ça. Tout se joue dans la boxe. Et sur un coup, on peut éteindre n'importe qui. Pour rappel, Marvin Petit a déjà été champion de France, champion d'Europe et compte 23 victoires sur 25 combats. La question sur ce thème, Marvin Petit doit-il provoquer ce combat? Oui ou non? Quand on voit les caractéristiques des deux boxeurs. Oui, non, oui. On fait un petit duel entre vous, Jean-François et Georges. Georges, commencez. Si vous voulez, oui. Il doit provoquer ce combat. Donc pour vous, non. Non, bon, C'est peut-être un peu risqué. C'est ça, de cette manière, non. Il faut, voilà, cette manière, il faut. Bon, il y a le show. C'est vrai que dans ce milieu-là, il y a le show. Mais de cette manière-là, je pense qu'il faut. Il faut garder le respect de ce que les gens ont fait, sa carrière, même si on est en retrait un petit peu par rapport aux autres, il faut arriver et puis réussir par son talent et pas par la bouche, quoi. Et quand on arrive bon, c'est vrai qu'il y a des showman, il y a des boxeurs qui sont showman. Ils le sont quasiment tous. Oui, mais moi je suis pas partisan de cette manière de faire, et je lui conseillerais de prendre patience, de travailler, puis de l'emmener au pied du mur, à l'affronter, quoi. À être obligé de l'affronter. Et puis là, s'il le bat, oui. Je suis très embêté, Michael, parce qu'il vient de me convaitre. Ah, ça va être compliqué alors. Ouais, non, c'est convaincre. Non, je pense parce que j'avais pas vraiment le motif exact. Il a vraiment provoqué, mais d'une façon. Via les réseaux sociaux. Ouais, mais provoquer, ça veut dire en lui disant que t'es un mauvais, je vais te prendre comme ils font. Non, il a provoqué, il a invité tout simplement Gervonta Davis à combattre. Je pense que non, et je pense qu'il va savoir vraiment où il en est. Je pense que ça peut être une bonne solution pour lui, pour savoir s'il a encore à travailler. Parce que dans ce sport, c'est comme tout, c'est un sport qui est très ingrat. Il verra s'il doit travailler. Et s'il a provoqué, c'est qu'il a quand même une notion, ou alors est-ce que c'est de l'esbrouf? C'est pour ça que je suis un petit peu d'accord avec Monsieur Gomis. C'est que avec Georges, oui, il faut vraiment être sûr. Quand on fait ça, il faut être sûr de soi. Mais là, je pense qu'il a quand même beaucoup de choses à faire quand même. Chevalier. C'était une preuve encore de la toute-puissance des réseaux sociaux. Voilà. Ça doit être une des... Peut-être pas la première, mais une des premières interpellations via un réseau social. Et c'est peut-être la manière maintenant moderne de faire de la provoque, de faire de l'esbrouf, de jouer son va-tout et d'aller chercher un match et une victoire de prestige. Pas facile quand on doit se retrouver sur le ring, mais en tout cas, les réseaux sociaux donnent désormais une tribune aux boxeurs pour pouvoir s'invectiver. Jean-François Guiborel. Davis, il a reçu la provocation? Il aurait reçu, mais il n'a pas répondu. D'accord. Parce que ça peut aussi, le réseau, quoi qu'on dise, des fois, on n'est pas toujours, on fait pas trop attention à ce que peut dire quelqu'un. Mais bon, là, oui, s'il l'a pas reçu ou s'il l'a reçu, s'il n'a pas répondu. On attend sa réponse en tout cas. Voilà, d'accord. Sur le plan sportif, est-ce qu'il a bien fait, Marvin Petit? Alors moi, sur le plan, c'est quand même le sur numéro le plan 1 sportif, américain, numéro 3 mondial. Alors je crois que sur le plan sportif, on sait que Marvin Petit, 23 ans. Marvin Petit est à la conquête d'un titre mondial et il veut peut-être aussi. Il a déjà un titre européen. Voilà, il a déjà un titre européen, mais on sait que ça fait partie d'un des boxeurs français qui sont prétendants à une couronne mondiale. Il essaie certainement aussi de provoquer l'accession à ce titre. Et c'est à la fois risqué pour lui, parce qu'il ne s'attaque pas quand même à un petit. Il est quand même numéro 3 mondial. Il a un palmarès assez éloquent, puisqu'il a 20 victoires, 20 combats, 20 victoires, 19 KO. C'est ça. Donc, il s'attaque. Marvin, 23 victoires en 25 combats. Il a un beau palmarès aussi. Et je pense que lui doit se dire, je provoque ce boxeur, je fais le combat, et si je venais à remporter le combat, j'aurai mes chances certainement très prochainement pour essayer d'obtenir un titre mondial. Je pense que sportivement, c'est dans cette optique-là
qui va provoquer ce boxeur-là pour s'ouvrir les portes d'un éventuel titre mondial. Ce n'est pas trop risqué, Georges, quand on sait qu'une défaite en boxe vous fait reculer de dizaines et de dizaines de places. Ah oui. C'est pas trop risqué selon vous, Georges? Après, c'est son entourage qui voit. Mais bon, de l'autre côté, il y a aussi une team. Et moi, je pense que... Il est encore sur le jeune pilote. On a changé de... Non, mais... Oui, non, t'inquiète pas, je suis Jean. C'est toi qui arrives de vacances. Voilà, peut-être le soleil t'a frappé. On continuera ça après l'émission. Ok. Donc, voilà, par rapport à ça, moi, même le team adverse ne va pas rentrer ne va pas se faire avoir là. Donc, dans la polémique. Voilà, il ne rentre pas dans la polémique. C'est quand même spécial. La boxe est devenue quand même il n'y a pas d'instance qui vous rencontrez le troisième rencontre le deuxième. Il n'y a pas vraiment. On sent que ce sont les combats. C'est celui. Voilà, c'est arrangé. Voilà. Promotion de combat. C'est pour ça que je viens. Il a peut-être raison, parce que s'il ne le fait pas, il y a peut-être un autre qui va le faire et qui va prendre la place de challenger. Et donc, c'est vrai que c'est un sport quand même assez... C'est difficile de se faire sa place. En plus, il y a avec WBA, il y a différentes fédérations, différentes catégories. C'est devenu un sport un peu difficile, je trouve. Donc, il a bien fait, selon vous. Pour résumer. On passe maintenant à notre rubrique débat. Dans cette page débat, nous allons parler de cyclisme. Du 28 juin au 1er juillet se tiendront les championnats de France sur route. Restez là, Jean-François Guiborel. Cette année, les Yvelines ont été retenus par les organisateurs. 4 jours de compétition avec pour point de départ et d'arrivée Mantes-la-Jolie dans le nord du département. Au programme, des boucles de 21 km, 104 km pour les femmes, 253 km pour les hommes et plusieurs traversées de la Seine. On écoute les réactions des cyclistes. Je pense qu'il manque une réelle difficulté pour faire vraiment la différence et que malheureusement, vu qu'il n'y a pas de quota dans les équipes et qu'on se retrouve parfois avec des équipes comme la Française des Jeux où ils sont 26 coureurs, c'est très facile de contrôler sur un circuit comme celui-là. Et pour réchapper à un sprint, il va falloir une course de mouvement. J'aurais sans doute aimé un peu plus dur, mais bon, je pense qu'il y a ce qu'il faut quand même. Après, c'est les coureurs qui font la course. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu plus dur, mais il y a aussi eu moins dur. Donc voilà, je pense qu'on peut, comme souvent, on peut avoir un grand sprinter qui peut passer, ou alors préférable pour les punchers. Alors, on parle beaucoup de cyclisme amateur dans les Yvelines, avec notamment la vallée de Chevreuse. On en parle quasiment à chaque émission. On en parle souvent, mais finalement, les Yvelines sont-elles devenues la terre du cyclisme numéro 1 en France pour les professionnels? Oui ou non? Quand on voit le nombre d'événements organisés chaque année? Non. Vous êtes partagé, Jean? Pourquoi? Vous avez décidé de nous contrarier. Non, mais il veut me contrarier. Non, pas du tout. Non, je suis partagé pour la seule bonne raison, c'est que sur le plan des organisations, on peut dire oui. Sur le plan des organisations, parce que on a eu le Tour de France, on a eu le Paris-Nice. Paris-Nice, 9 années consécutives dans les Yvelines. Voilà. Donc sur le plan organisation, je dirais oui. Après, sur le plan, je pense plus à la Bretagne, où c'est quand même beaucoup plus ancré. La Normandie? Non. Bretagne. Voilà. Bon, pour moi, c'est la Bretagne, vraiment le fief. Voilà, c'est l'Ouest, le fief du cyclisme, et voilà les raisons pour lesquelles je me suis mis à ni oui ni non. Pierre? Il y a sûrement d'autres régions en France, d'autres départements qui le sont plus que les Yvelines, même si on peut dire que les Yvelines sont une terre de vélo. Finalement, on les voit Tour de France, Paris-Nice, Coupe du Monde de BMX qui a été organisée au mois de mars. Il y aura également d'autres étapes sûrement qui vont être organisées au Vélodrome national de Saint-Quentin dans les prochaines années. Ça, sans revenir sur ce que disait Jean, c'est qu'en termes d'organisation, on a été servi dans les Yvelines depuis quelques années. Après, la différence, c'est peut-être dans la culture. La culture des cyclistes des Yvelines et surtout des non-cyclistes, c'est-à-dire des spectateurs qui sont capables ou non de pouvoir encourager ou de pouvoir soutenir ces événements-là. Il y a des régions où passe le Tour de France régulièrement avec des étapes
mythiques du Tourmalet dans le sud-est, etc., le Ventoux, qui sont sûrement peut-être plus des terres de cyclisme, parce que tout y est réuni, à la fois les événements et de l'autre côté la culture vélo qui permet justement de dire que c'est une terre de cyclisme. Mais est-ce que politiquement, peut-être, on ne va pas en faire une terre de cyclisme, finalement, ces Yvelines? Ça peut être la terre du cyclisme si... même les Jeux Olympiques seront organisés intégralement dans les Yvelines. De par la difficulté maintenant d'organiser... Jeux Olympiques 2024, bien sûr. 2024, oui, parce que Tokyo, c'est en 2020. Mais c'est vrai que la difficulté d'organiser, malheureusement, on s'oriente pour la masse. On s'oriente de plus en plus vers des circuits fermés. Circuits fermés ou vélodromes. Parce que c'est beaucoup plus sécurisant, les droits, les autorisations préfectorales sont beaucoup plus faciles à obtenir. Non, mais je voudrais simplement signifier qu'avant, à mon époque, je ne suis pas trop vieux, mais quand même, à mon époque, on venait à Paris pour passer professionnel, c'est-à-dire qu'on venait dans les grands clubs, ACBB, CSM Puteaux, l'US Créteil. Et maintenant, on part de Paris pour passer professionnel. On va dans des clubs à Nogent, on va en Bretagne, c'est plus du tout une terre vraiment de cyclisme. Avant, les classiques, Paris-Ézy, Paris-Évreux, Paris-Rouen, partaient de Paris. Maintenant, il y a de moins en moins de classiques qui partent. C'est devenu complètement province, le cyclisme. Et c'est pour ça qu'il faudra, oui, peut-être ramener, parce qu'il faut dire aussi que les championnats de France ont toujours été longtemps organisés dans la région. Et notamment à Rambouillet. Et à Montlhéry après, beaucoup dans l'Essonne. Les premières éditions étaient à Rambouillet. Voilà, et donc c'est vrai qu'il faudrait réapprendre aux gens que le cyclisme fait partie d'un parisianisme, entre guillemets. C'est vrai que... Désolé, Jean-François Dubourel, nous sommes pressés par l'émission. Il y a plein de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. On passe maintenant à notre rubrique découverte. Je vous propose maintenant de vous plonger dans la culture indienne. Une médecine a été créée dans ce pays au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Son nom, l'Ayurveda. Elle est aujourd'hui testée par plusieurs millions de personnes à travers le monde et notamment des sportifs. Pour nous parler de ces techniques, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau une spécialiste venue de Guyancourt, Sophie Benabi. Venez nous rejoindre. Voilà, Sophie Benabi qui nous rejoint en plateau. Installez-vous. Bonjour. Ça va très bien, merci. Voilà, le plateau est un peu surchauffé aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Alors, avant de parler plus spécifiquement du rapport entre la médecine indienne et les sportifs, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez voulu embrasser ce concept ? Alors moi, je viens pas du tout de ce domaine à la base, puisque j'étais ingénieure en informatique, donc rien à voir. Et dans ma famille, en fait, on a toujours soigné par les plantes, par les remèdes naturels, en fait. Et je cherchais quelque chose qui soit un peu exotique, qui sorte de l'ordinaire, à découvrir et à pratiquer, en fait. Du coup, j'ai choisi de me consacrer à l'Ayurveda parce que c'est une médecine qui est globale, donc qui soigne l'humain par le corps, par l'esprit et par le toucher et par l'utilisation de la phytothérapie, donc les plantes, par les pierres. Donc c'est vraiment très global en fait. Donc, alors la grande question du coup de cette thématique est de savoir si oui ou non l'Ayurveda peut coïncider avec le sport. Est-ce qu'on peut emboîter les deux, l'Ayurveda et le sport ? Tout à fait, parce que alors. On a eu une discussion tout à l'heure sur les 50%. C'est ça. Alors, en fait, il y a une façon de pratiquer. Oui, tout à fait. Il y a une façon de pratiquer le sport selon l'Ayurveda pour en tirer le meilleur parti, en fait, pour sa santé. Donc, il y a des sortes de règles, en fait, à respecter. Et en Ayurveda, on a des constitutions, ce qu'on appelle des constitutions ayurvédiques. Donc, il y en a 3. Vata, Pitta, Kapha. Et... Alors, il faudrait que je vous explique un petit peu en amont, mais... Il faudra donner les fiches à Jean après l'émission. Et en fait, ce sont des éléments qui sont prédominants dans notre corps et dans notre esprit. Donc, on en a tous. Il y a 5 éléments en Ayurveda. Et ces 5 éléments vont composer des pairs, donc les 3 doshas, les 3 constitutions. Et ces 3 constitutions, elles ne vont pas avoir les mêmes forces et faiblesses. Par exemple, quelqu'un qui est très vata, donc qui est très fin, qui est très dans le mouvement, qui est très anxieux, la peau assez sèche, très créatif, très hyperactif, qui a besoin d'être très entouré. C'est moi. Pas forcément, je pense que vous avez du Pitta. Ah d'accord. Oui, du feu. Ah oui, Lion, un peu.
Ah, bah, voilà. Tout s'explique. Tout s'explique. Et donc, en fait, ces personnes-là vont avoir des faiblesses au niveau des articulations, au niveau des os. Donc, tout ce qui va être musculation, tout ce qui va être assouplissement, justement, ça va être très important de le pratiquer. Et tout ce qui va être aussi relaxation, parce que c'est des personnes qui sont beaucoup dans le mouvement, dans l'hyperactivité. Donc, il faut les ancrer, les relaxer après une séance de sport, par exemple, pour qu'elles reviennent à elles. Alors, Donc, qu'est-ce voilà. que vous pensez de cette discipline autour de cette table? Pierre? Je pense qu'il y a une évolution normale des souhaits des sportifs. On a vu au départ, on faisait de la kinésithérapie, après il y a eu l'apparition de l'ostéopathie, de la mésothérapie aussi sur certains traitements de claquage ou de blessures musculaires. Et il y a vraiment, je pense, une mouvance et une place pour ce type de médecine, à partir du moment où elle, comme vous le disiez, elle associe à la fois le corps et l'esprit. Il y aura peut-être beaucoup de monde à convaincre, c'est peut-être lent comme processus, mais je pense qu'il y a une part, peut-être pas tous les sports concernés, mais il y a une part belle à faire à l'Ayurveda, justement, dans les secteurs des sportifs. Vous connaissez des joueurs qui pratiquent l'Ayurveda ou une autre technique? Non, pas personnellement, mais j'ai vu cette évolution-là dans un autre secteur, entre la kinésie et l'ostéopathie et la mésothérapie, par exemple. Que je ne connais pas encore de... Ouais. Jean-François. Ah non, le vélo, quelqu'un... mais je pensais que c'était une danse, moi. L'Ayurveda ? Non. C'est une sorte de danse. Mais ça peut, oui. Non, simplement, tout à l'heure, on a discuté, parce que je me suis un petit peu renseigné sur le fait que vous preniez le sport, mais vraiment toujours d'une façon zen, c'est-à-dire pas en force, toujours Exactement. À 50% de ses moyens. Tout à C'est ça, fait. c'est exactement ça. Oui, en fait, on sort du rapport de compétition quand on fait du sport, de compétition avec l'autre et de compétition avec soi, en fait. Et c'est vraiment un sport pour détoxifier le mental, détoxifier le corps. On est vraiment dans le sport bien-être et pas dans le sport compétitif. Est-ce que selon vous, tous les sports sont concernés ou est-ce qu'il peut y avoir une réponse de tous les sports par rapport à l'Ayurveda? Ou est-ce qu'il y a des sports qui seront proscrits ou ça ne marchera pas? En fait, c'est pas une question de proscrire ou pas, c'est vraiment une question d'adapter à sa constitution, parce qu'on va pas tous avoir les mêmes forces et faiblesses. Donc il y a des sports qui vont être tout à fait à proscrire en fonction de sa constitution. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de terre, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de force musculaire, beaucoup d'endurance. Donc les sports, la boxe, le cardio-training, le HIIT, ça, il n'y a pas de souci. Le vélo, des sports vraiment endurants qui demandent beaucoup de force musculaire, aucun souci. Mais quelqu'un de Vata, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a beaucoup de faiblesses, on va pas... Et individuel ou collectif, il y a un traitement différent. Vous adressez plutôt à des sportifs individuels. Oui, tout à fait, c'est individuel. Déjà, ça répartit un petit peu... Pour lier, par exemple, l'équipe de hand, là, pour essayer de les lier ensemble. Dans le bal pas... de Montigny-Bretonneux. Ouais, c'est... Voilà, le baptême, plus l'Ayurveda. Après, il faut les prendre un par un et trouver la synergie globale. Alors nous par exemple, on est quoi, enfin, d'après vous, je ne vous demande pas d'être... Tu l'as dit, t'es pata. Oui, Oui, pata, je suis pata. Pizza, pas il y a des choses qui se ressentent, beaucoup de feu chez vous, clairement. Il y a de la terre et du feu chez vous. Mais après, c'est ce que je ressens comme ça au niveau des énergies. Attention, ça prend du temps pour... Une constitution, on ne la fait pas comme ça. Beaucoup de vata chez vous. Mais il y a du kappa aussi, de la terre. On sent que vous êtes quand même assez... Alors Jean, assez je vois perplexe depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions à poser Kappa Pitta ou Pitta Kappa? Non, mais c'est toujours... Moi, je suis très curieux. Ouais, moi aussi. Je suis très, très curieux, donc moi, ça me fascine toujours. Jamais. Ce genre de choses. Est-ce que vous pourriez recommander ce type de médecine à certains de vos joueurs? Psychologiquement, peut-être. Oui, ça peut faire que du bien. C'est vrai que ça peut faire que du bien. J'avais testé justement sur le collectif, mais ça avait absolument rien à voir, mais c'était quand même... au niveau relaxation, au niveau pour la récupération. Pour les massages, c'est ça? Alors, pas spécialement les massages, mais juste la relaxation. D'accord. Le souffle. La sophrologie. D'accord. Sophrologie, relaxation, et pour la récupération, la respiration. Et c'est vrai que... Alors ça fait rigoler au départ, c'est vrai, parce que quand vous amenez ce genre de choses dans un milieu rugbystique, dans une équipe de rugby, ça fait rigoler, mais quand même à la fin, au départ, ça rigole, mais après... ils se rendent compte que c'est assez bénéfique. Et ce genre de choses, alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est plus individuel, et c'est qu'individuel d'ailleurs. Donc c'est compliqué de l'adapter sur un sport collectif
comme le rugby, puisque là, moi, je parle de ce que je connais bien. Donc, mais c'est vrai que certains joueurs, pour une préparation individuelle et pour un match collectif, pour une préparation individuelle, ça peut être que très très bien, parce que la recherche de soi-même et d'une certaine réflexion sur soi-même, et que ce soit psychologiquement ou physiquement, ça a toujours été un point bénéfique pour l'être humain. Dans le sport et dans sa pratique. Georges, on ne vous a pas entendu sur la question. Non, mais c'est une recherche individuelle, même s'il y a le collectif. Rapidement, vous avez 30 secondes. Même s'il y a le collectif, c'est toujours intéressant de pouvoir s'améliorer individuellement. Et ce type de pratique, à l'époque c'était la sophrologie, on en parlait souvent. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont évolué, qui ont arrivé à augmenter leur performance grâce à il y a même des équipes ce type de sophrologue. Moi, dernière question rapidement. Allez-y, Jean, rapidement. Voir que s'il n'y a pas d'image ou des choses comme ça, non, il n'y a pas de. Si, il y a des images pour une consultation, vous voulez dire? Oui, mais je sais pas, la curiosité. Ouais. Vous pourrez prendre rendez-vous après l'émission. Dernière question, est-ce que ce n'est pas considéré comme un produit dopant quand... non. L'Ayurveda? L'Ayurveda. Est-ce que c'est... non, tout le monde peut l'utiliser. Bien sûr, tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a pas d'apport extérieur. Non, c'est vraiment des choses naturelles. On fait avec... c'est l'alimentation, les massages, donc c'est des choses vraiment naturelles. C'est juste comprendre comprendre l'intelligence de son corps, comment il fonctionne, pour ensuite adapter tout ce qui nous entoure au mieux pour soi. Ça sera le mot de la fin. Dernier tour. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi 17 mai pour une nouvelle émission. On va terminer par une citation de l'ancien boxeur professionnel Sugar Ray Robinson. Pour être champion, vous devez croire en vous-même quand personne d'autre ne le fait. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78. C'est très indien, ça.